Bonjour, nous sommes le dimanche 24 avril 2022, avec une météo qui semble très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. On a des éclaircies, un soleil qui est là, qui est présent, bon, qui est diffus. Hein. Bon, les éclaircies diffusent parce qu'on va quand même dire, bon, il y a une espèce de blanc, un voile blanc, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est un petit voile blanc au niveau du ciel. Donc le ciel n'est pas parfaitement bleu, mais en tout cas, il y a les éclaircies sont là et la température est très bonne. Alors cette vidéo-ci va concerner ce qu'on appelle le cycle de la matière dans un écosystème. Le cycle de la matière dans un écosystème. Alors, si on analyse tous ces termes, bon, il y a le mot cycle. Je vais vous retrouver un cycle. C'est-à-dire que vous allez avoir un cyclage. Il y aura un processus qui va se dérouler en tournante. On aura un processus en tournante. Je vais essayer de mettre un cercle pour dire que c'est vraiment ça que je vais voir. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer au niveau d'un cycle tournant. Et qu'il y a beaucoup de cycles tournants dans la nature. Il y a beaucoup de cycles tournants dans la nature. Alors ici, bien sûr, ça va concerner le cycle tournant relatif à de la matière. Alors je vais expliquer tout ça. Pourquoi matière? Pourquoi je dis que c'est un cycle tournant au niveau de la matière? Et alors, bien sûr, le système ici est un système écologique. Donc, le système écologique est défini en écologie d'une manière bien définie, que je vais voir tout ça. Donc, il faut mettre les définitions, savoir euh, poser les jalons pour montrer que ici, on va avoir un cycle de la matière dans un écosystème. Et ça, c'est tout un programme. Parce qu'il y a quand même des définitions et des choses à mettre en place avant de comprendre ce qu'est un cycle de matière dans un écosystème. Alors, la première chose à entrevoir, c'est que, bon, comment ça se fait qu'il y a des cycles? Comment ça se fait qu'il y a-t-il des cycles? Et pourquoi des cycles de la matière? Ben, vous savez que l'univers est régi par voilà, deux grands composants. En gros, on a ce qu'on appelle la matière. L'univers est constitué de matière dans laquelle baigne de l'énergie. Et il y a des interactions matière-énergie. Alors Lavoisier, Dixit Lavoisier, comme il a dit, ben, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau de la matière. Au niveau de la matière, ben, il y a conservation de la matière. Et donc, quand on fait une réaction chimique, ben, il y a un processus de... Voilà, déjà là, il y a un processus d'équilibre des réactions au travers de la matière qui est conservée, une conservation de la matière. Donc on a des réactions chimiques qui vont se produire. Alors les réactions chimiques sont des interactions hein, de type chimique bien sûr, au niveau de la matière. Et donc là, vous savez très bien que Lavoisier a dit que ben, il y a les lois pondérales voilà, des réactions chimiques, et notamment les réactions chimiques. Je vous rappelle que Lavoisier est un percepteur des impôts, et donc, bon, il connaissait les notions de bilan, et donc fatalement, il l'a adapté aux réactions chimiques. Il a vu qu'il y avait un équilibre au niveau des réactions chimiques, et donc il a permis de mettre en œuvre voilà, ces lois pondérales.
d'équilibre. Et donc, et bien sûr, l'équilibre est fort important pour les réactions chimiques, hein. La plupart des réactions, quand on fait une réaction chimique, la première des choses qu'on fait, c'est de l'équilibrer. De l'équilibrer. Mais comme je vous ai dit que matière et énergie sont, on va dire, deux, on va dire, deux aspects qui sont indissociables, matière et énergie sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont, voilà, l'un va avec l'autre. Donc, eh bien, quand je dis que Lavoisier a dit que Dixit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, effectivement, ben, on peut dire la même chose de l'énergie. Il y a tous les processus de conservation d'énergie. Donc il y a la conservation de matière et conservation d'énergie. Il y a la conservation de matière et conservation d'énergie. Donc vous voyez que l'univers est régi sur base de ce principe. Sur base de ce principe. Et donc, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et donc on peut entrevoir l'aspect cyclique de phénomènes pour que, voilà. Alors, maintenant, on pourrait se dire, oui, il fut un temps, il y a une exception à ça. Il peut y avoir une exception à ça. Alors, l'exception pourrait être, eh bien, la création. La création serait peut-être le fruit d'un coup de génie, d'une baguette magique. Et là, bon, vous aurez compris que de rien, on a fabriqué quelque chose. Mais ça, c'est la création. Par exemple, je pense à la création de l'univers. Rien ne dit que ça provient d'une énergie précédente. Bon, ça s'est écoulé d'un processus, on va dire, c'est un processus de création. Là. La création, bon, on ne peut pas se dire qu'il y a un cycle, parce qu'il faut commencer le cycle. Le cycle, s'il y a un cycle, c'est qu'il faut le commencer quelque part. Comme la Terre, les cycles, on dit débuter quelque part, à un moment donné. Donc, départ de cycle, c'est les conditions initiales, mais les conditions initiales sont exceptionnelles. Bon, quand les cycles apparaissent, à ce moment-là, bon, là, ça fait le jeu d'une tournante. Ça tourne toujours, le cycle est toujours tournant. Alors, quels sont les cycles qu'on peut entrevoir? Ben, il y a beaucoup de cycles sur Terre. Je parle bien sûr de l'écosystème qu'est la Terre. Hein. Bon, on a le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, voilà. Et donc, bien sûr, les énergies sont cycliques, puisque rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Le cycle de l'énergie. Voilà, et je pourrais parler du cycle du phosphate, etc. Enfin bref. Ici, on a tous les plus gros cycles de l'eau, du carbone, tout ça permet la vie. Permet la vie. Donc, si maintenant les cycles s'arrêtent, ben, la vie s'arrête. La vie s'arrête. Alors pourquoi? Ça, c'est quand je parle de ça, c'est dans on va dire, un écosystème. Écosystème, ben, écosystème dit cycle. Et qui dit cycle dit régulation. Hein. Il y a une régulation dans tout ça. Donc qui dit régulation dit système dynamique, puisqu'il y a des régulations. C'est pas quelque chose de figé. Voilà, par exemple, quand il y a certaines populations qui augmentent du fait de l'augmentation de la végétation, mais qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut y avoir un retour de manivelle, comme quoi bon, il y a un rééquilibre. Et ça, je verrai un exemple de rééquilibre d'écosystème. Donc les populations n'augmentent pas indéfiniment. Il y a une régulation des populations à un moment donné par l'entremise justement du système dynamique. Il y a une régulation.
Donc c'est un écosystème dynamique au travers d'une régulation. Alors justement, ici, à manœuvre, c'est de voir le cycle de la matière dans un écosystème. Bon, quelle matière? Bon, vous aurez compris que la matière, il y a plusieurs types de matière, hein. On distingue la matière minérale et la matière organique. Alors, la matière organique, c'est celle composée de carbone. C'est celle de carbone. Bon, vous savez très bien qu'il y a aussi de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Voilà, bon, il y a tout ça, mais bon, le principal élément ici est l'élément carbone. Quand je parle de matière, c'est l'élément carbone. C'est le carbone qui intervient. Alors, où intervient le carbone? Ben, dans la respiration. Dans la respiration et la photosynthèse et respiration. Dans la photosynthèse et la respiration. Ça, vous le savez très bien. Bon, c'est là qu'on va retrouver. Alors, bien sûr, vous aurez compris que ce sont les végétaux. Hein. Photosynthèse, qu'est-ce qui fait la photosynthèse? Ce sont les végétaux et les arbres. Voilà, tout ce qui est, et bien sûr, tout ce qui est plantes vertes. Plantes vertes, ben, je pense aux plantes, aux algues et aux arbres. Donc, vous voyez que le carbone, là, va provenir d'une énergie. Quelle énergie? La photosynthèse, à partir du soleil. De la lumière, c'est la lumière du soleil. Ça vient de la lumière. Le soleil donne la lumière en pleine journée. Bien sûr, l'obscurité. Quand il fait obscur, c'est tout un autre système qui rentre en jeu. Voilà. L'arbre, il n'y a pas de... Là, les arbres ou les plantes, pendant la journée, ils absorbent de la lumière, donc de l'énergie lumineuse. Et cette énergie lumineuse, avec le CO2, parce qu'il faut du CO2, hein, il faut deux caractéristiques. Il faut l'énergie lumineuse. Sans énergie lumineuse, tout seul, il n'y a pas de photosynthèse. Et avec du CO2 tout seul, sans lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Donc, c'est une combinaison des deux qui font qu'on a une photosynthèse. CO2 plus lumière, et bien sûr, plus de l'H2O. L'H2O va donner du glucose. Et là, vous avez du carbone. Alors, le glucose, je vous rappelle, c'est C6, H12, O6. Bon, j'équilibre pas la réaction ici. Elle n'est pas équilibrée. Bien sûr, plus de l'O2. Voilà. Donc on a de l'oxygène. Donc ça veut dire que ça c'est la photosynthèse. Mais on a une production d'oxygène. Donc en journée, si vous voulez, quand il y a de la lumière, on a production d'oxygène. Mais comme je vous ai dit, pour avoir de l'oxygène, il faut deux choses. Du CO2 et de l'énergie lumineuse. Bien sûr, en présence d'eau. Hein. En présence d'eau. Il faut une présence d'eau aussi. Hein. Voilà, et c'est ça qui concourt à avoir la photosynthèse, la production d'oxygène. Alors en obscurité, là, alors je rappelle qu'aussi l'arbre il respire, hein. C'est-à-dire respirer, il va absorber de l'oxygène. Donc autant il va créer de l'oxygène, autant il va absorber de l'oxygène. Mais comme en journée, il crée plus d'oxygène qu'il en absorbe, vous aurez compris que la photosynthèse, dans le bilan d'oxygène, il y a plus d'oxygène qui est ressorti dans la nature par l'arbre que ce qu'il en est absorbé. Par contre, en nuit, il n'y a plus de photosynthèse. En nuit, l'arbre, il respire, il absorbe de l'oxygène. Donc le taux d'oxygène, si on est en journée, il augmente, et si on est en nuit, il diminue.
Ah, ça, c'est le taux d'oxygène. Bon, et comment peut-on mesurer le taux d'oxygène? Avec des sondes à oxygène. Voilà. Donc, ceci étant dit, alors, est-ce que l'H2O suffit? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui est matière minérale et qu'est-ce qui est matière organique? Parce que quand je vous dis ici matière, c'est quelle matière? Vous aurez compris que c'est la matière organique, hein. Je vais regarder le cycle de la matière organique, c'est-à-dire comment va évoluer, voilà, comment va être transformé le carbone. Comment va être transformé le carbone? Bien sûr, le carbone qu'on retrouve dans le glucose des arbres. Ah, là, une formation, voilà, de matière organique. Alors, je vous rappelle qu'il y a 150 ans d'ici, la chimie organique, parce que la chimie organique, c'est du carbone, c'est tout ce qui est carbone, hydrogène, oxygène, azote, plus des autres éléments, hein, bon, qui viennent, bon, en gros, c'est ça. La chimie organique, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Voilà. Avec ça, vous avez le monde organique, c'est-à-dire les sucres, les protéines et les lipides, les glucides, lipides et les protides. Avec ça, on sait faire déjà beaucoup de choses. Ça, bon, ça c'est le monde du vivant. Et notamment, dans le vivant, on retrouve bien du glucose. Hein, quand on voit la photosynthèse, on a une production de glucose. Alors sachez qu'il y a 150 ans d'ici, la chimie organique n'avait aucune autonomie. Les scientifiques, ils opposaient deux catégories de substances qu'ils trouvaient tout à fait différentes. D'une part, ils appelaient ça les substances minérales comme l'eau, les métaux, les sels qu'on pouvait trouver dans le règne animal. Je m'excuse, dans le règne minéral. Voilà. Et d'autres, les substances qui provenaient d'organismes vivants, tels que le sucre, l'huile, l'urée, hein, voilà. Jusqu'à, on va dire, 1849, on pense encore que dans la nature vivante, les éléments paraissaient obéir à des lois tout autres que dans la nature minérale. Alors, ces années-là, bon, on va dire que les chimistes croyaient qu'un corps organique ne pouvait être produit que par un être vivant. Ils jugeaient qu'il était impossible de passer de la chimie minérale à la chimie organique. Tout le domaine des corps organiques était exclu de leur science, si vous voulez. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ils pensaient qu'il y avait de la chimie, enfin, qu'il y avait uniquement que des substances minérales. Et que ces corps étaient bien sûr synthétisés par les organismes vivants grâce à une force mystérieuse qu'on appelait la force vitale. Alors, vous aurez compris que la chimie organique a commencé voilà, à apparaître grâce à Waller, qui a fait la synthèse de l'urée. Hein. Parce que là, à ce moment-là, le gros obstacle de la force vitale, il l'a fabriqué artificiellement en laboratoire, notamment en faisant la synthèse de l'urée. Et ça, c'est la synthèse de l'urée de Waller. Alors, quand il a dit qu'il pouvait faire de l'urée sans avoir besoin de rien du tout, pour Waller, c'était un cri de victoire, mais il n'a pas convaincu les chimistes. À un moment donné, il n'a pas convaincu les chimistes de son temps parce qu'ils n'y croyaient pas. Eux, ils pensaient que tout ce qui était organique était créé par ce qu'on appelle la force vitale, donc rien d'autre. Donc, et lui, c'est un des premiers qui a synthétisé voilà, une réaction de chimie organique au travers de l'urée et qui a fait transparaître que oui, il y avait possibilité de, de, de faire tout ce qui était du ressort de la vie, de le faire en laboratoire, de le synthétiser en laboratoire. Donc on pouvait créer bon, les molécules de la vie euh, en laboratoire. Et donc là, on avait deux mondes, le monde minéral et le monde organique. Alors, maintenant, si vous voulez, on ne sépare plus le domaine minéral euh, du domaine organique. On étudie ensemble tous les corps composés de carbone, sachant qu'on sait bien que toute substance organique contient du carbone.
Alors, la chimie organique, bien sûr, c'est des millions de substances, hein. Ce sont des millions de substances. Alors, on donne le nom de chimie organique à la partie de la chimie qui étudie les composés du carbone, tant naturels qu'artificiels. Alors, bien sûr, en excluant, à quelques exceptions, les oxydes de carbone, les carbonates, etc. Donc, en gros, c'est ça. Donc ça, c'est la chimie organique. C'est ce qui contient, si vous voulez, du carbone. Et ici, bien sûr, ben, je vais m'intéresser à la chimie du carbone. La chimie organique, c'est la chimie de carbone. Mais cette chimie du carbone va passer, on va passer de l'organique, de la matière organique. Alors, les feuilles vertes, c'est de la matière organique. On va passer de la matière organique à de la matière minérale. Et c'est ça le cycle. Le cycle, on va passer de la matière organique à de la matière minérale, mais en repassant, là, on va passer par ce qui est constituant carbone vers du minéral, et du minéral vers l'organique. Entre-temps, bien sûr, la matière organique va être transformée. Enfin, elle va être consommée. Je m'excuse, elle va être consommée par des consommateurs. La matière organique va être consommée par des consommateurs. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'on peut entendre par matière minérale. Ben, par exemple, si vous avez un arbre, je vais prendre l'exemple d'un arbre, j'aurais pu prendre des plantes ou n'importe quoi. Bon, pour avoir un arbre, bien sûr, il faut quelques ingrédients. Alors, il faut du soleil, mais est-ce que le soleil tout seul suffit? Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil ne suffit pas. Vous avez dans d'autres planètes, le soleil va illuminer, va ramener de l'énergie à certaines planètes, mais il n'y a aucun, voilà, aucun arbre qui va se surélever. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de raisons à ça. Bon, une des raisons, c'est parce que bon, il faut du CO2. Bon, et alors le CO2 ne suffit pas pour la photosynthèse, je vous l'ai expliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut euh, ce qu'on appelle une biosphère qui va créer un cycle. Alors là, on a les racines de l'arbre. Là, on a ici un monde vivant qui est sous terre, qui est la biosphère. On a un monde vivant ici. Alors, ben, au-dessus, bien sûr, quand je dis ici, c'est solide. C'est des corps solides. Vous rentrez dans des zones où on a voilà, la biosphère. Ensuite, en dessous, on a la lithosphère. Lithosphère. On peut avoir la lithosphère, on peut avoir le manteau. Il y a deux types de manteaux dans la croûte terrestre. Il y a le noyau de la Terre, etc. Bon, puis on descend. Bon, vous aurez compris que la biosphère n'existe que dans une certaine zone, hein. En dessous, c'est toutes des roches sédimentaires. Et on commence à rentrer dans des roches de plus en plus dures. Donc, vous aurez compris que là encore, il y a des êtres qui peuvent venir creuser là-dessus. Peuvent venir creuser sur la biosphère. Alors, la biosphère, c'est solide. C'est solide, mais voilà. Il y a des insectes qui vivent, des bactéries. Il y a bactéries utiles, bien sûr, pour la Terre. Et c'est solide. La biosphère est solide. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère. Bon, l'atmosphère, ben, il y a de l'air. C'est là la couche d'air. Et ça, c'est des gazeux. C'est gazeux. Donc, vous voyez l'interaction soleil, soleil, et il faut du CO2. Alors, ça ne suffit pas encore tout ça.
Pourquoi? Je vais le voir tout de suite. Pourquoi ça ne suffit pas? Donc il faut des conditions. Les conditions, c'est qu'il faut de la matière. Il faut de la matière. Alors ça va créer bien sûr toutes des feuilles vertes. En l'occurrence, peut-être des fruits. Bon, ben ça, on s'en fout d'ici. Le but, c'est pas d'expliquer voilà, les floraisons. Mais tout simplement, ici, on va voir, voilà, on a des feuilles qui sont des capteurs. Voilà, c'est les cellules. Les cellules des feuilles contiennent des pigments qui sont des récepteurs de, voilà, de lumière et qui permettent justement la photosynthèse. Et donc la photosynthèse, est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que un arbre dans le désert, ben, je ne sais pas s'il ne reçoit pas de l'eau, un minimum d'eau, ben, voilà, voilà, avec sa sève, la sève qui a l'eau, la sève va faire remonter, je veux dire, il va nourrir chacune des cellules, voilà, de la plante. Puis bien sûr, il y a comme le système sanguin, on a du sang qui descend et du sang qui remonte. Ben, ici, il y a la sève qui va redescendre. Alors, l'arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, est-ce que ça suffit? Non. Pour créer de la matière organique, qui est du carbone, au travers du glucose et la photosynthèse, bien sûr, est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, il y a besoin de matière minérale. Hein. Parce que sans engrais, ben, c'est difficile de faire pousser quelque chose. Donc, il faut de la matière minérale. Voilà. Et donc, le C ici, c'est la matière organique. Donc, l'arbre est un producteur de matière organique. L'arbre est un producteur de matière organique. C'est un producteur. Comme le sont les plantes vertes. En tout cas, lui, il va produire c'est un producteur. Alors, la production, bien sûr, se fait en journée par la photosynthèse. La photosynthèse, je viens de vous rappeler que CO2 plus, bon, il faut de l'H2O, et bien sûr, en présence de lumière, d'énergie lumineuse. Là, on a la création de glucose, C6H12 au 6, plus, bien sûr, de l'oxygène qui est, voilà, on a de l'oxygène qui sort. Mais ça, c'est en journée. Je vous l'ai dit, c'est en journée. Parce que, et en même temps, il absorbe de l'oxygène hein, en journée. Mais moins. En moins grande quantité que ce qu'il en produit. Donc le bilan, là-dedans, là, il fait 10 voire 20 fois plus de sortie d'oxygène que de respiration. Donc je peux vous dire que bon, il y a une formation d'oxygène assez plus conséquente par rapport à ce qu'il absorbe. Il en rejette plus que ce qu'il en absorbe d'oxygène. Mais en nuit, il fait plus de photosynthèse. En nuit, il fait qu'absorber, il fait que respirer. Donc là, il absorbe, il perd, voilà, l'environnement perd de l'oxygène dans sa zone. Parce que pourquoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de dormir la nuit dans un bois. Parce que bon, il perd de l'oxygène. Voilà, donc l'arbre, il est quoi? Ben, il est ici consommateur. Alors maintenant, je viens de vous dire qu'il y a de la matière organique qui va être transformée. Là, il y a production de matière organique par l'arbre. Et bien sûr, là, l'arbre a besoin de matière minérale. Il a besoin de matière minérale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matière minérale? Ben, ça peut être beaucoup de choses. Dans la biosphère, si je reprends l'arbre et une partie de la biosphère, ben, l'eau, on connaissait déjà depuis longtemps. Hein. Avant, je vous ai expliqué l'histoire. Avant 1859, avant 1829, je m'excuse. Avant 1849. Je vous rappelle qu'en 1849, on pensait encore que dans la nature vivante, les éléments paraissaient obéir à des lois tout autres que dans la nature minérale. Donc on pensait qu'il y avait ce qu'on appelle la force vitale et qu'il était impossible voilà, de créer cette force vitale jusqu'à ce que, bien sûr, Wheeler pu établir justement la synthèse de l'urée. Il a pu établir qu'on pouvait créer de la matière organique en laboratoire.
Donc on pensait qu'il y avait que les substances minérales, mais bon, qu'est-ce qui était minéral? Ben, c'était l'eau. L'eau, c'était déjà considéré comme minéral, bien qu'il y a de l'hydrogène et l'oxygène. L'H2O, c'était considéré comme minéral. Les métaux, c'était considéré comme minéral. Bon, les métaux, ça se retrouve. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit chimie minérale, c'est la chimie de ce qu'on trouve, de ce qu'on trouve dans voilà, dans le milieu de la croûte terrestre. Dans la croûte terrestre. Alors que la vie organique, la chimie organique concerne tout ce qui concerne bon, les éléments du vivant, notamment le carbone. Bien que l'hydrogène, carbone, hydrogène, oxygène et azote, voilà, on trouve dans le monde du vivant, mais bien que l'H2O, bah, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est du monde minéral. Ceci, c'est du monde, je vais appeler MM pour monde, monde minéral. Alors maintenant, si je mets le CO2, le CO2, de même, c'est du monde minéral. Ah, alors maintenant, qu'est-ce qui est du monde minéral? Bon, beaucoup de choses peuvent être du monde minéral, notamment ce qu'on trouve dans les applications de fumure. Alors, c'est-à-dire les engrais chimiques. Alors on a l'azote dans les engrais chimiques. On peut avoir du phosphore. On peut avoir du potassium. On peut avoir du calcium. Alors le calcium, il peut provenir des ossements sédimentaires, par exemple, d'animaux marins, où la mer a disparu, par exemple. Par exemple, le calcium, il peut provenir de là. On a du magnésium. On peut avoir du soufre. Bon, alors, maintenant, au niveau moléculaire, il ne se présente pas tout seul. Hein. Voilà. Il ne se présente pas tout seul. Bon, par exemple, si je prends le, 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 le phosphore, ben, le phosphore, il va se présenter sous forme de P2O3. P2, j'ai un petit problème d'écriture, je vais vite régler ça. Donc vous voyez que l'H2O c'est minéral. L'H2O c'est considéré comme minéral. Alors, si je prends le phosphore, ben, je peux mettre, par exemple, le P2 au 3. Enfin, bon, si je mets par exemple le P2 au 5, ça c'est ce qu'on appelle l'anhydride phosphorique, ce qu'on appelle aussi bon, l'imipentoxyde de phosphore. Alors je peux avoir par exemple en potassium, le K2O. Alors vous aurez compris que ça c'est l'oxyde de potassium. Alors on peut avoir du CaO, qui est l'oxyde de calcium. Alors bien sûr, pourquoi l'oxyde? Parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air et que ça vient oxyder voilà, ce qui se trouve dans la biosphère. Hein. Ça vient oxyder, donc c'est pour ça qu'on trouve des roches oxydées, donc parce qu'il y a de l'oxygène, hein, c'est en présence d'oxygène. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve souvent des oxydes. Alors le magnésium, on va le retrouver sous forme par exemple d'oxyde de magnésium, MgO. Le soufre, en anhydride sulfureux par exemple, SO3.
qui est le trioxyde de soufre, bien sûr. Alors maintenant, on n'a pas que ça. Ça, ce sont les engrais. Voilà, on peut dire que c'est des engrais. Mais on peut retrouver des oligo-éléments. Bon, les oligo-éléments, voilà, oligo-éléments. Bah, on peut retrouver, par exemple, du bore, du fer, par exemple du manganèse, du molybdène, bon, et toutes sortes. Voilà. Donc, on peut retrouver tout ça. Donc, vous voyez que les engrais, ben, c'est tout ça. C'est des oligo-éléments. Notamment, le corps a besoin aussi d'oligo-éléments. Il a besoin de vitamines, d'oligo-éléments, le corps humain. Ben, ici, les engrais, ben, c'est tout ça. C'est beaucoup des oxydes. Et donc, tout ça, ça concourt à enrichir la Terre. Parce que, comme je vous disais ici, le problème, c'est bien d'avoir un environnement, mais s'il n'y a pas d'eau, c'est déjà embêtant. Et maintenant, pour l'enrichir, avoir un bon rendement des terres, ben, il faut une biosphère qui est voilà, enrichie d'engrais. S'il est enrichi d'engrais, eh bien, voilà, les plantes vertes ou voire les arbres pourront grandir de manière très appropriée, se développer et voilà, pouvoir vivre dans un environnement qui lui est adéquat. C'est comme si une personne reçoit elle mange des vitamines, ben, c'est bénéfique pour son corps, c'est un peu la même chose. Bon, s'il lui manque de vitamines, bon, il va avoir des petits soucis. Bon, et ici c'est pareil pour les arbres. L'enrichir d'engrais, ben, c'est bénéfique pour les arbres. Et pour les plantes, bien sûr. Hein. Alors, j'aurais pu parler, bon, parce que les engrais, il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de types d'engrais. Bon, je vous ai cité ici quelques engrais, je pourrais vous en citer d'autres, par exemple, le nitrate d'ammonium, hein, le nitrate d'ammonium qui est NH4NO3. Ici, j'ai pas cité le chlorure de calcium, mais le chlorure de calcium, bon, c'est un engrais. Bon, le chlorure de calcium qu'on retrouve dans l'eau minérale. Hein. Le chlorure de calcium, voilà, sous forme bien sûr ionique. Alors, on peut avoir du carbonate. Bon, ici, ce sont des oxydes, mais on peut avoir des carbonates. Hein. Carbonate de, voilà, carbonate de calcium. Carbonate de calcium qui, je vous le rappelle, c'est du calcaire. Alors, on peut avoir du carbonate de magnésium, etc., de MgCO3, etc. Bon, donc vous voyez que au monde, donc je vous rappelle que ici, le CO2 et H2O sont considérés comme matière minérale. Donc, et tout ça concourt à faire qu'on a affaire à de la matière minérale ici. La matière minérale. Tout ça, c'est le minéral. Mais l'arbre va créer, bien sûr, de l'organique, puisqu'il va créer du glucose par photosynthèse. Donc on a de la matière organique. Bon, ceci étant fait, maintenant, c'est de voir le cycle. Comment va se dérouler ce fameux cycle? Eh bien, il est le suivant, le cycle. Je vais rechercher mon dessin, pour ne pas le redessiner, bien sûr. Je redessine ceci. Le redimensionner. Et maintenant, je vais voir le cycle. Alors, on sait bien qu'il y a création de carbone, donc, ici, l'arbre est producteur. Il est producteur de matière organique. C'est un producteur. Producteur de matière organique. Donc,
Matière organique, qui dit matière organique dit carbone. Alors ici, on n'a que deux zones, puisqu'on a l'atmosphère et on a la biosphère. Alors comment on va se faire le cycle de matière? Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Pour ça, il faut voilà, des êtres vivants, d'autres êtres vivants. Par exemple, je pense, bon c'est tout petit ici, je vais le mettre dans un cercle, hein, parce que c'est tout petit. Je pense aux insectes. Voilà. Ça c'est un petit dessin qui signifie qu'on a des insectes. Ces insectes-là, ils vont venir manger les feuilles. Ils vont venir manger ces feuilles. Donc, ces insectes, bien sûr, ils vont déféquer. Hein. Ils vont tous déféquer. Bon, et les déchets concourent à faire créer de la matière minérale par transformation. Donc, les insectes vont manger les feuilles vertes. Donc, s'ils mangent les feuilles vertes, il est consommateur de carbone. Donc, les insectes sont des consommateurs. Alors, les consommateurs, on aura de plusieurs types. Parce que les insectes peuvent être mangés, par exemple, par des oiseaux. Alors, si je dessine un oiseau, je vais essayer de dessiner un oiseau. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Bon, je vais continuer. Bon, je m'excuse, il y a une attache qui se fait. Petit problème informatique, mais enfin bref. Je vais essayer de résoudre ça en toute vitesse. Voilà. Bon, je vais dessiner l'oiseau. Bon, je ne dessine pas correctement, mais enfin bref, vous aurez compris que c'est un oiseau. Voilà, c'est un oiseau. Et ça, c'est un consommateur. C'est un autre consommateur. Bon, qu'est-ce qu'il peut encore manger? L'oiseau, c'est un animal aérien. Hein. Bon, généralement, il fait ses voyages. Il les fait. Alors, ici, je vais étendre la lithosphère. Voilà, ça, c'est la zone qui est par là. Tout ça, c'est bien sûr. Enfin, la biosphère, je m'excuse, la biosphère. Hein. Je me suis trompé, c'est la biosphère. Tout ça, c'est la biosphère. J'ai étendu, voilà, parce que je vais faire des dessins. D'ailleurs, ça, c'est un peu trop grand pour l'oiseau. Je vais essayer de réduire l'oiseau. Voilà, ça, ce sont les insectes qui vont être mangés par les oiseaux. Donc, les oiseaux sont des consommateurs. Maintenant, je peux dessiner des batraciens, un batracien de grenouille par exemple, ou un crapaud. Un batracien.
je vais le dessiner, hein. Je vais l'écrire en tout petit pour bien montrer, parce que je dessine mal, donc voilà, je dessine avec une souris, donc c'est difficile de dessiner avec une souris. Ça c'est, voilà, les oiseaux. Batracien. Et là, je pourrais prendre un renard ou un loup, peu importe. Je prendrai, encore une fois, je dois le dessiner à la souris, donc je vais avoir du mal à le faire, mais enfin bref. Qui est un animal terrien, le loup. Comme le batracien est un animal voilà, terrien, bon, il peut vivre au bord de l'eau. Bon, là, il y a un loup. Je m'excuse du dessin. Ou un renard. Bon, tous ces animaux défèquent, hein. Alors, je pourrais mettre aussi une vache. Pour mettre une vache, un cheval ou n'importe quoi. Un rat ou n'importe quoi. Bon, ça, je peux mettre ce que je veux comme animaux. Bon, il existe toute une diversité d'animaux. Bon, ici, je vais mettre un renard. Alors, le loup ou le renard, il peut manger le batracien. Il va se nourrir, par exemple, s'il voit un batracien, il va le manger. Alors, je rappelle que le batracien, je l'ai mis là, pourquoi? Parce qu'il mange les insectes. Mais le renard peut manger des oiseaux, hein. Le renard, il peut manger le batracien, des oiseaux, voire le loup peut manger des batraciens, des oiseaux. Alors que l'oiseau va manger des insectes, le batracien mange des insectes, et les insectes mangent la matière organique des arbres. Alors, maintenant, je vais mettre, bien sûr, il y a des champignons aussi, etc., etc. Maintenant, dans la biosphère, voilà qu'il y a les vers. Ils vont donc composer les matières organiques, qui sont les feuilles mortes. Ouais, tout ce qui se trouve, je veux dire, au niveau du sol, décomposé justement en matière minérale. Donc là, ceux qui vont faire ça, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est déchets. Je vous ai dit que bon, ils vont déféquer tous, ces animaux-là, ils vont tous déféquer. Et donc, il y a des décomposeurs qui sont des vers, des bactéries, et tout le tralali tralala. Donc on a les décomposeurs. Et eux, ils vont recréer cette fameuse matière minérale. Donc on a là la matière organique. Ils vont transformer l'organique en minéral. Et voilà. Donc on était parti de la matière organique. On est parti de la matière organique pour bien sûr être consommé par différents consommateurs, bien sûr produit par l'arbre qui est le producteur, et décomposé de matière organique en matière minérale que voici, qui se retrouve dans la biosphère. Et là, et bien sûr, l'arbre a besoin de matière minérale, puisqu'il a besoin d'eau et de matière minérale pour vivre. Je vous l'ai dit tantôt, il a besoin. Et donc là, le cycle est, voilà, le cycle il est établi. On est parti de la matière organique via un producteur. On a un producteur qui est la matière, les, voilà, les plantes et les arbres, qui vont être consommés, cette matière organique
va être consommé par différents consommateurs qui finalement vont être décomposés en matière minérale par des décomposeurs. Et bien sûr, et puis voilà, il y a le cycle qui reprend parce que cette matière minérale est utilisée par le fabricant, par le producteur. Par le producteur. Parce qu'il en a besoin avec l'eau pour en tant qu'engrais pour, voilà, pour son cycle son cycle de développement, son cycle de vie. Donc, vous voyez qu'ici, la vie est un cycle. La vie est un cycle. Alors, je vous ai montré les différents cycles. Je vous rappelle, le cycle, au départ, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'énergie. Voilà, la vie est un cycle. Donc, au quotidien, vous faites un cycle. C'est-à-dire, par exemple, vous devez vous nourrir tous les jours. Si vous arrêtez ce cycle, le problème, c'est que ben, vous risquez, à vos risques et périls, voilà, de plus subvenir au développement de votre organisme. Voire, parce qu'à un moment donné, la vie, c'est quoi d'un être humain? C'est voilà, il naît, il grandit, il devient mature, et puis il va vers la déchéance. Et c'est comme ça. Donc, manger au départ, c'est pour grandir. Ensuite, c'est pour devenir mature. Ensuite, c'est pour freiner la déchéance. Voilà. Donc manger, c'est un cycle. S'il ne mange pas, il y a quelque chose de routinier au quotidien, c'est l'alimentation. S'il ne s'alimente pas au quotidien, il ne fait pas ce cycle-là. Alors, s'alimenter, c'est aller chercher l'énergie pour pouvoir voilà, faire face au développement et bien sûr à la vie, hein, au maintien de la vie. Et voir la résistance à la déchéance. Alors maintenant que ceci a été fait, je vais faire maintenant le cycle de ceci, de la matière organique produite par les arbres. Alors, on a le producteur. On n'a qu'un seul producteur ici, c'est l'arbre. Hein. Donc l'arbre est ici. L'arbre est ici producteur. Donc je vais l'appeler P pour producteur. Ensuite, on avait, par exemple, si je prends les insectes, on avait les insectes qui mangeaient les arbres. Ensuite, un des chemins possibles, c'est soit le batracien qui mange les insectes, ou soit l'oiseau qui mange les insectes. Donc ici, je prends le cas des oiseaux. Ensuite, je vous ai montré ici que l'oiseau était mangé par le renard ou le loup. Ici, je prends le renard, par les renards. Voilà. Et tout ceci, bon, si le renard mourait, voire s'il déféquait, si le renard venait à mourir, il va mourir en pleine nature. Et je veux dire, il va être mangé par, tout comme l'être humain aussi, il va être mangé par voilà, ce qu'on appelle des vers. Donc tout ce qui est vers, je suppose que ça s'écrit comme ça, les vers, voire des bactéries qui vont faire voilà, la décomposition. Alors le lombric est aussi un ver, hein, il concourt à transformer la matière organique en minéral. Ça, on les trouve, les lombrics, on les trouve dans voilà, dans la biosphère. Hein. Alors une terre fertile, c'est une terre avec beaucoup de lombrics. S'il y a beaucoup de lombrics, c'est que voilà. Alors ils travaillent. Hein. Bon, comme les guêpes travaillent, comme les fourmis travaillent, ils travaillent tous les jours. Alors ici, je vais prendre un des deux, je vais prendre les vers. Hein, il y a aussi les bactéries qui font leur travail, mais ici, je prends un cas de figure, voilà, les vers.
Alors, ces vers, bon, ils vont construire, bien sûr, la matière organique. Voilà. Alors maintenant, je peux faire le cheminement. On a donc les insectes, les oiseaux, les renards, les vers. Ça, c'est la transformation en matière organique. Alors, on va aller dans ce sens-là. Producteur vers un premier consommateur qui est le consommateur primaire. Un consommateur primaire. Ensuite vient un consommateur qui va manger les insectes, donc il est secondaire, lui. Consommateur secondaire. Et le renard est un consommateur tertiaire, puisqu'il va manger l'oiseau qui lui mange les insectes. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a le décomposeur. Donc les vers sont des décomposeurs. Je l'appelais D. Ça, c'est le décomposeur. Et là, le décomposeur, ça y est, il a fait son travail, puisque ben, il y a la matière organique qui a été construite à partir de enfin, la matière minérale, je m'excuse, qui a été transformée, pas construite, je m'excuse, qui a été transformée parce que c'est une transformation, c'est un cycle, c'est une transformation cyclique. La matière organique a été transformée ici. On a de la matière organique, bien sûr, ou dans la biosphère. Et tout ça va retourner, bien sûr, à l'arbre pour refaire sa photosynthèse en cours de journée. Et bien sûr, faire un cycle. Et là, vous avez bien ce cycle. Vous voyez que ça tourne. Hein, c'est un cycle. C'est un cycle. On a un phénomène cyclique ici. Alors là, on a le producteur, décomposeur, et toute une chaîne de consommateurs ici. Bon, consommateur 1, 2, 3. Et bien sûr, je vais diviser ce monde en deux parties, puisqu'il y a le monde de la biosphère, du monde de l'atmosphère. Par contre, ici, je rajouterai quelque chose, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas la matière organique. Ah, minéral, je me suis trompé, minéral, c'est minéral. Je sais pas pourquoi j'ai marqué le mot organique ici. Justement, bon, ici, je vais marquer, ça tombe bien, je m'étais trompé ici, mais je vais le redimensionner.
Voilà, parce que la matière organique, c'est pas là, hein, c'est ici. Voilà. Bon, je vais essayer de faire une petite place. Ça, c'est le producteur. On va mettre la matière organique ici. Et bien sûr, là, je me suis trompé parce que c'est la matière minérale. J'avais dit minéral, mais j'ai marqué organique, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai fait tout l'inverse. Et là, c'est la matière minérale. Oui, en tout petit, mais enfin. Et voilà, là vous avez le cycle. Vous avez le cycle matière organique vers matière minérale vers matière organique. Et voilà, on a un cycle qui est établi ici. Hein. Transformation de matière organique en minéral et de nouveau minéral en organique. Et ainsi de suite. Ça crée un cycle. Je vous remercie.